Et bonjour Astrid Panosyan-Bouvet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Comment vous vivez vos derniers jours au gouvernement ? Alors moi, je les vis en continuant à travailler comme ce qui était prévu de faire. Un ministre du Travail et de l'Emploi, c'est aussi beaucoup de relations, beaucoup de dialogue avec les partenaires sociaux. Donc j'ai vu en début de semaine Force ouvrière, la CFDT. Je me suis rendue à l'invitation de la CFDT et du MEDEF aux universités d'été pour des tables rondes, Comme pour si de des rien échanges. Je continue le travail qui doit être fait, c'est-à-dire le dialogue social, notamment sur un texte d'orientation sur lequel on est précisément en train de discuter avec les partenaires sociaux, qui concerne à la fois le marché du travail, les conditions de travail et comment est-ce qu'on améliore le dialogue social en France. On va y revenir, mais est-ce que vous y croyez encore ou est-ce que c'est plié ? Moi, j'y crois encore, parce Pourquoi, que concrètement ? la question, et c'est ce que fait le Premier ministre, comme le président de la République au Conseil franco-allemand hier, c'est de dire, la question, c'est pas stop ou encore Bayrou, c'est de dire, est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui avec le constat qui est fait et les principes sur le plan financier qui est proposé, qui, je le rappelle, est simplement de dire que c'est la première marche pour nous permettre de stabiliser la dette dans 4 ans. Voilà, il est là l'enjeu. Toutes les oppositions ne voteront pas la confiance, sauf énorme coup de théâtre, ça ne devrait pas changer. Donc il faut négocier. Donc il faut s'adresser aux oppositions. Quelle concession possible ? Je pense qu'il faut d'abord se mettre d'accord, Myriam Ankawa, sur ce constat, sur le quantum et sur quelques principes quand même. Quelques principes avant qu'il y ait des discussions techniques sur les concessions. C'est le quantum et c'est aussi le mix entre prélèvement obligatoire, hausse des impôts et baisse de la dépense publique sur lequel nous sommes principalement attendus par nos concitoyens qui nous disent on paye trop d'impôts, c'est aussi au pouvoir public de baisser maintenant les dépenses parce qu'on n'en a pas assez pour notre argent. C'est toute la question de la justice de ce budget. C'est votre portefeuille. Les 2 jours fériés ne passent pas, clairement, à l'Assemblée et dans l'opinion. Est-ce que ça peut bouger ? Il faut quand même regarder mesure par mesure. C'est impossible d'éviter ce débat-là. Bien sûr, et c'est pour ça aussi qu'une fois qu'on se met d'accord sur ce constat, tout est modifiable, amendable, discutable. Y compris supprimer cette mesure. Je comprends en tout cas cette crispation autour de cette mesure. Parce que les gens qui bossent, ils bossent déjà dur et ils bossent en plus avec le sentiment de ne pas avoir la reconnaissance. C'est d'ailleurs une grosse différence entre les travailleurs français, les travailleurs britanniques, les travailleurs allemands. Donc travailler 2 jours de plus gratuitement, c'est injuste. On sait que le sujet... Non mais ça fait une crispation parce que les gens bossent déjà dur et c'est vrai que tout salaire mérite... tout travail mérite rémunération. Simplement, il faut aussi avoir en tête que dans ces principes qu'il faut discuter sur la baisse des dépenses, il y a aussi 2 augmentations de certaines dépenses, notamment la dépense militaire dans le contexte géopolitique. Donc parlons de ces sujets. Mais moi, je comprends cette crispation. D'autant plus que la question aujourd'hui sur la question de l'activité, c'est pas que les Français qui bossent pas assez, c'est qu'on n'a pas assez de Français qui travaillent aujourd'hui malgré eux. L'insertion des jeunes, et on y travaille avec Elisabeth Borne parce qu'il faut que travail et éducation nationale, plus d'actifs sur le marché, plus de jeunes, plus de seniors. Femmes qui sont empêchées par des gardes d'enfants qui ne sont pas Revenons à la justice, Madame la Ministre. C'est essentiel pour que peut-être cette voie de passage, aussi ténue soit-elle, soit possible. Vous avez tout à fait raison. Les retraités, dans ce budget, doivent contribuer davantage. François Bayrou a-t-il raison de pointer les boomers, cette génération du baby-boom de l'après-guerre qu'il accuse d'avoir endetté le pays pour son confort ? Alors, moi, je ne rentre pas dans... Moi, je fais... Je pense que quand le Premier ministre parle de confort, il parle de confort intellectuel, de refus du statu quo. Je le pense fondamentalement. Il n'était pas maladroit ce mot ? En tout cas, ça prête à confusion. Donc, effectivement. Et ensuite, moi, je fais partie de celles et ceux qui disent qu'il ne faut pas qu'on voit les retraités comme un bloc homogène. Parmi nos concitoyens qui sont retraités, il y en a 10% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, soyons quand même très réalistes. Mais je pense que la condition sine qua non pour qu'on puisse aboutir à un quantum d'économie, c'est que le poids, enfin que l'effort soit très justement réparti. Donc les retraités, du moins aisés, participent davantage. Et je pense que... oui, exactement, je pense que très justement réparti. Et je pense que c'est là-dessus que c'est très largement améliorable, que notre copie est très largement améliorable. Si on ne fait rien, le bateau va couler. Vous savez qui a dit cette phrase ? Le Premier ministre.
est-ce qu'il n'en fait pas trop? Vous êtes ministre aussi de l'Emploi. Oui. Si on ne fait rien, quelles conséquences sur l'emploi, très concrètement? Est-ce que vous le savez? Non, mais très concrètement, aujourd'hui, on a 67 milliards d'euros qui partent en charge d'intérêt. Si on ne fait rien, en 2029, ce sera 100 milliards d'euros. Ce sera notre premier poste de budget, supérieur à celui de la défense, supérieur à celui de l'éducation nationale. Ce qui se traduit dans l'économie, se traduira dans l'économie des défaillances d'entreprise, par le fait qu'il y aura une augmentation des taux qui empêche à la fois les ménages d'investir et les entreprises d'investir. Enfin, je pense qu'un ménage comme un État, tout le monde comprend que ce n'est jamais bon quand on est dans un cycle de surendettement, qui fait que la création de richesse, elle part d'abord dans le remboursement de la dette. Le bateau va couler. Vous reprendriez l'expression si on ne fait rien? Moi, j'ai l'optimisme de la volonté. Donc, je pense qu'on a tout à fait les ressorts aujourd'hui. On n'a jamais eu un taux d'activité aussi élevé en France. Simplement, il faut avoir la lucidité de comprendre la gravité de la situation. Alors, la voie de passage, elle est peut-être du côté des socialistes et pourtant, ils ne voteront pas la confiance. Olivier Faure l'a redit hier à Blois. Il est même volontaire pour être le suivant à Matignon. Comment vous jugez l'attitude des socialistes? Moi, j'ai le plus grand respect pour les socialistes. Ça a été un parti de gouvernement. J'étais hier en conseil franco-allemand avec des homologues dans une coalition qui sont travaillistes, qui sont sociodémocrates. Moi, je ne suis pas là en train de donner des brevets de responsabilité. Je sais que parmi les syndicats et parmi les partis politiques, il y en a qui sont tout à fait conscients de la gravité et de l'urgence de la situation. Mais avant de se mettre d'accord sur la route, le moyen de circulation et la vitesse, il faut se mettre d'accord sur la destination. Et je pense que les socialistes ont été déjà dans leur passé, dans les années 2010, confrontés à des situations d'endettement. Et je pense que c'est ensemble qu'on doit pouvoir résoudre la situation. Vont-ils entendre l'appel de Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de François Hollande, qui appelle les forces de gauche de gouvernement hors LFI à trouver un accord avec le gouvernement sur le budget avant le vote de confiance du 8 ? Vous y croyez? C'est possible? Moi, vous le souhaitez? Moi, je le souhaite. Avec les socialistes, donc. Je souhaite, encore une fois, qu'on puisse avoir un accord sur le constat, les principes. Et après, on pourra discuter de toutes les mesures techniques, de toutes les vitesses. Mais je pense que c'est absolument indispensable. Donc, vous êtes d'accord avec Bernard Cazeneuve? Je suis d'accord avec Bernard Cazeneuve comme avec d'autres qui disent qu'on doit trouver un accord pour que la vulnérabilité financière... À la vulnérabilité financière ne s'ajoute pas aujourd'hui une crise politique, parce que ces deux sujets s'alimentent. Vulnérabilité financière, crise politique et sans doute crise sociale. L'intersyndicale s'est réunie hier et décide d'une nouvelle journée de mobilisation. Vous consultez très régulièrement les syndicats. Est-ce que vous êtes surpris? L'unité n'avait pas eu lieu depuis la contestation sur les retraites. Moi, je préfère une intersyndicale, comme je l'ai dit à Maryse Léon en début de semaine, à la démonstration du 10 novembre. Du 10 septembre. Du 10 septembre, parce que les syndicats sont des partenaires institutionnels, parce qu'il y a une canalisation, il y a des revendications précises, il y a aussi des services de maintien de l'ordre qui ne sont pas ce qu'on a dans le 10 septembre, avec une espèce de nébuleuse dont on ne sait pas tout à fait d'où elle provient, avec des interférences étrangères. Donc moi, je préfère avoir effectivement des interlocuteurs avec lesquels on peut travailler, d'autant qu'il faut bien avoir conscience, il y a des interférences entre les discussions politiques et les discussions sociales. D'un mot, les agendas sont liés. La sortie de crise peut être la dissolution. D'un mot, elle est jugée inéluctable par Édouard Philippe. Moi, je pense qu'il n'y a rien de pire d'ajouter à la situation financière très fragile une situation de crise politique. Les deux choses s'alimenteraient. Donc je pense qu'il faut trouver un chemin, une voie de passage en partageant le constant et en discutant ensuite des mesures à prendre. Merci beaucoup, Astrid Panosyan-Bouvet. Merci.